Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du cours d'hiver 2021 du CSTC au sujet de la toiture plate et de la révision de la NIT 215. Le premier chapitre au sujet des compositions de toiture fait l'objet de la partie 1 de ce cours. La partie 2 que je vais vous exposer comprend un chapitre au sujet du pare-vapeur et un autre au sujet de la rénovation. Et enfin, dans la troisième partie, je traiterai de l'impact environnemental et de la pathologie. Je poursuis donc avec le chapitre pare-vapeur. La fonction principale du pare-vapeur est d'éviter que la quantité de condensation interne devienne inadmissible suite à la convection ou à la diffusion de vapeur d'eau, en assurant donc l'étanchéité à l'air et à la vapeur du complexe de toiture. La nécessité ou non de prévoir un pare-vapeur est à déterminer par l'auteur de projet par des calculs hygrothermiques, mais c'est également possible au moyen de données précalculées sur lesquelles je vais revenir dans la suite de l'exposé. Le pare-vapeur a également d'autres fonctions. S'il est appliqué en adhérence sur un support perméable à l'air, il va rendre ce support étanche à l'air, ce qui va diminuer les charges de vent sur les couches supérieures. Il peut également être utilisé comme une étanchéité provisoire. Il aura alors une autre fonction qui sera prédominante dans son choix et dans sa mise en œuvre. Il devra être posé comme une étanchéité, être constitué d'un réel matériau d'étanchéité avec les joints et les relevés rendus étanches. La présence d'un pare-vapeur dans un complexe de toiture plate implique aussi certains inconvénients, puisque la présence de cette couche également étanche va ralentir, voire empêcher le séchage de l'humidité présente éventuellement dans le complexe toiture, et cela va également retarder, voire entraver la découverte d'éventuelles infiltrations, puisque l'eau ne va pas directement s'écouler vers l'intérieur et ne sera donc pas visible. On peut remédier à ce deuxième inconvénient par le compartimentage de la couche d'isolation. Ce compartimentage qui va empêcher ou en tout cas limiter la dispersion de l'eau infiltrée dans le complexe toiture. Le compartimentage consiste donc à raccorder l'étanchéité avec le pare-vapeur pour diviser la couche d'isolation en différents compartiments. La figure que vous voyez sur ce slide présente le cas où l'étanchéité et le pare-vapeur sont compatibles et peuvent être liaisonnés entre eux. On voit donc un raccordement entre l'étanchéité et le pare-vapeur. Le compartimentage n'est pas encore une technique courante. On en a pas mal discuté avec le groupe de travail et il en est ressorti que le choix de réaliser ou non un compartimentage, la détermination des surfaces et de la localisation des compartiments doit se faire au cas par l'auteur de projet, en fonction du risque et des conséquences liées à une éventuelle infiltration d'eau. Ce compartimentage implique des opérations et des matériaux supplémentaires, donc un coût supplémentaire. C'est donc très important de le prévoir dès la conception et de définir la dimension et l'emplacement des compartiments pour que la tâche de l'entrepreneur soit clairement définie. C'est également important ensuite de reprendre ce compartimentage sur les plans as-built pour qu'il ait une utilité par la suite. Le compartimentage est différent de la fermeture de fin de journée où on va parfois raccorder l'étanchéité au pare-vapeur pour protéger l'isolation, comme on le voit sur cette photo, toutefois de manière incomplète. Mais ce ne sera pas toujours suffisant à long terme. C'est une protection provisoire qui ne sera pas forcément suffisante à long terme. Le compartimentage va donc permettre de limiter la propagation de l'eau qui sera éventuellement infiltrée et donc limiter aussi l'humidification de l'isolation. Dans ce cas, à nouveau, le pare-vapeur a également un rôle d'étanchéité. Il doit être étanche, permettre d'éviter la dispersion de l'eau, ce qui est déterminant pour son choix. Tous les matériaux ne vont pas convenir pour cette utilisation.
Voici une illustration du compartimentage, donc quelques photos qui montrent le compartimentage autour de détails de toiture et également un plan as-built où on voit ce compartimentage, donc les différents compartiments mais également le compartimentage autour des détails de toiture. J'ai montré un premier schéma dans le cas où l'étanchéité et le pare-vapeur sont compatibles. Voici un schéma pour le cas où ils ne sont pas compatibles. On va dans ce cas remonter le pare-vapeur, mais il ne sera pas liaisonné avec l'étanchéité. On va interposer une bande de désolidarisation, par exemple un non-tissé de polyester. Dans le cas où on a deux couches d'isolation, il faudra bien entendu veiller à réaliser ce compartimentage de manière continue en tenant compte des deux couches qui seront alternées en le réalisant comme on peut le voir sur ce schéma. Le choix du pare-vapeur comprend 3 étapes. Tout d'abord, la détermination de la classe de climat intérieur, les classes pouvant aller de 1 à 4. Ensuite, caractériser et classifier les matériaux, les classes pouvant aller de E1 à E4. Et ensuite, déterminer la qualité du pare-vapeur à appliquer en fonction de ces données. La première étape consiste à déterminer la classe de climat intérieur, qui dépend de la pression de vapeur, c'est-à-dire la production d'humidité à l'intérieur du bâtiment. On a donc 4 classes différentes, de plus en plus sévères, depuis la classe 1 avec une très faible production d'humidité, comme par exemple dans un entrepôt, une église. Classe 2, on va retrouver une école, un magasin par exemple. En classe 3, on est un peu plus sévère, on retrouvera un restaurant, un hôpital, pour arriver à la classe 4, la plus sévère, avec une forte production d'humidité, comme dans une piscine ou par exemple une industrie avec forte production d'humidité. Voici un premier graphe qui montre les limites de ces classes de climat intérieur en fonction de la pression de vapeur sur base des moyennes annuelles, en fonction donc de l'humidité relative de l'air et de la température. Si on ne dispose pas de cette information, on peut également déterminer la classe de climat intérieur sur base de 4 semaines de mesure de la température et de l'humidité relative à l'intérieur et à l'extérieur, qui vont permettre de déterminer la différence de pression de vapeur intérieure et extérieure, qui donnera donc les limites de ces classes de climat intérieur. Tout cela est résumé dans un tableau où on va retrouver donc les 4 classes avec leur intitulé, quelques exemples et puis les limites en termes de pression de vapeur moyenne annuelle intérieure et de différence de pression de vapeur pendant 4 semaines entre l'intérieur et l'extérieur. La seconde étape, donc caractérisation des matériaux, se fait au moyen de différents facteurs, à commencer par le facteur mu. Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Ce facteur mu est égal à 1 pour l'air. On a ensuite le mu-d ou le SD en mètres, qui est l'épaisseur de la couche d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau. On retrouve des valeurs tabulées dans la norme ISO 10456, dont nous avons repris les valeurs les plus pertinentes pour une toiture plate dans un petit tableau de la NIT. On va donc par exemple voir qu'une dalle de béton sèche de 20 cm aura un MUD de 24. Une membrane bitumineuse de 3 mm d'épaisseur présentera un MUD de 150, etc. Un troisième facteur est le MUD équivalent ou MUD corrigé, également en mètres, qui représente l'épaisseur équivalente de diffusion, c'est-à-dire le MUD, mais qui tient compte, en plus de la nature et de l'épaisseur du matériau, également de sa mise en œuvre, c'est-à-dire du fait que les joints soient réalisés de manière étanche ou simplement posés, de la présence éventuelle de perforations, etc. Et c'est sur base de ce MUD équivalent qu'on va définir les classes E1 à E4 des matériaux. Ces classes sont reprises également dans un tableau. On voit donc dans la première colonne les différentes classes et leurs limites en termes de MUD équivalent en mètres. Et dans la deuxième colonne, on retrouvera les différents matériaux possibles, mais également avec leur mise en œuvre. Si je prends le cas d'un film polyéthylène de 200 microns, je le retrouverai en classe E1, et puis je le retrouverai également en classe E2 à condition que les joints soient collés.
En classe E3, je vais plutôt retrouver les matériaux bitumineux. Et puis, en classe E4, les matériaux bitumineux multicouches ou avec présence d'aluminium, par exemple, qui est fortement étanche à la vapeur d'eau. Par rapport à la unité 215 actuelle, on retrouvera en plus les pare-vapeurs aluminium auto-adhésifs qui, entre-temps, ont fait leurs preuves et dont on a pu montrer que le MUD équivalent est également très élevé et très proche du MUD. Avec une petite remarque qui est la suivante. Donc, un soin particulier doit être apporté à la réalisation des recouvrements, mais principalement du recouvrement transversal, dans le cas d'un support en tôle d'acier profilé, puisque dans le sens transversal, le support est discontinu. Il faut donc s'assurer de rendre le support continu pour pouvoir presser correctement le joint. On voit donc ici la pose de ce type de pare-vapeur alu auto-adhésif sur un support continu. Dans le cas d'un support comme des tôles d'acier profilées, il y a tout d'abord des exigences mécaniques. Il faut pouvoir résister au pas dans le cas où on marche entre les nervures supérieures des tôles d'acier. Il faut s'assurer que le joint longitudinal se trouve bien sur une nervure supérieure de tôle d'acier pour pouvoir le réaliser correctement. Et pour le joint transversal, on doit absolument éviter ce type de phénomène où on voit que le joint n'est pas correctement réalisé de manière étanche en prévoyant un support continu. On voit ici une bande d'étanchéité qui est bien tendue. L'idéal, c'est une tôle d'acier rigide qui forme un support tout à fait continu pour la réalisation du joint. La troisième étape consiste alors, compte tenu de la classe de climat intérieur et des caractéristiques des matériaux, à sélectionner le matériau et la technique de pose qui correspondra aux exigences. Ça fait l'objet d'un tableau, donc dans la unité 215, tableau qui a été repris dans la nouvelle version de la unité. Ce tableau a bien entendu été réanalysé entièrement, notamment par l'application de calculs dynamiques plutôt que les calculs Glaser comme précédemment au moyen du logiciel Delphine. Également avec des hypothèses plus réalistes. Les calculs étaient précédemment réalisés sur base d'une toiture inclinée à 45 degrés orientée au nord. Les calculs dynamiques ont été réalisés sur l'hypothèse d'une toiture plate ombragée par un mur orienté au nord. Donc tous les cas de figure ont été réexaminés et soumis à une nouvelle simulation. Ensuite, le tableau a été adapté, mais uniquement dans le cas où on obtient un résultat, une classe plus sévère. Si on obtient une classe moins sévère, on va conserver la classe actuelle pour garder une certaine sécurité et garder la possibilité d'une vérification par un calcul Glaser qui est simple et ne nécessite aucun logiciel. Dans la plupart des cas, et certainement dans le cas des supports en bois ou en acier, on aboutit à des résultats similaires ou moins sévères, donc le tableau n'a pas été modifié. Dans le cas d'un support en béton neuf, il n'y a pas de changement, moyennant une légère adaptation des hypothèses et des seuils. On garde une classe E3 pour les classes 1 à 3 de climat intérieur et une classe E4 pour une classe de climat intérieur 4. J'ai parlé d'une légère adaptation des hypothèses, c'est-à-dire que la limite en principe de condensation acceptable est 200 grammes par mètre carré. Les simulations ont montré des résultats très légèrement supérieurs à ces 200 grammes par mètre carré. Mais l'hypothèse de départ de considérer le MUD équivalent le plus bas de la classe de pare-vapeur, donc 25, est très sévère, sachant qu'en classe E3, on a des matériaux bitumineux, on aura certainement au moins 100 comme MUD équivalent. On a donc refait des calculs sur base de cette hypothèse, d'autant plus qu'on sait que l'impact d'une éventuelle condensation sera moindre vu les épaisseurs d'isolation actuelles, et moyennant cette adaptation, on a pu voir qu'on conservait une classe E3 pour les classes de climat intérieur 1 à 3. Dans le cas où ce support en béton est tout à fait sec, c'est-à-dire en rénovation, on a pu voir qu'en classe 1 à 3, le pare-vapeur n'était pas requis, sauf dans la classe 3, dans le cas d'une isolation en laine de roche.
Dans ce cas-là, les simulations ont montré qu'un pare-vapeur de classe E1 était tout de même nécessaire. C'est donc une adaptation qui a été apportée au tableau où ça a été ajouté en note, donc pour le cas où on a affaire à un béton tout à fait sec en rénovation et un isolant en laine de roche. Un autre changement au niveau des notes de ce tableau est le cas de la perlite expansée, où l'expérience du groupe de travail a montré que ce produit était relativement sensible à l'humidité et pouvait perdre sa cohésion en cas d'humidification. On a donc décidé, par sécurité, de prévoir toujours un pare-vapeur dans le cas où on est confronté à ce type d'isolation. Une autre isolation qui a fait l'objet de discussions également, c'est la mousse phénolique, où l'expérience du groupe de travail est assez mauvaise avec ce matériau, qu'on retrouve plus, pour ainsi dire, en toiture plate. On n'a plus d'attestation d'aptitude à l'emploi pour ce matériau et donc il n'entre plus en ligne de compte dans ce tableau. Un autre cas particulier est celui du verre cellulaire. C'est un matériau qui est intrinsèquement très résistant à la diffusion de vapeur d'eau, d'autant plus qu'il est généralement posé à plein bain de bitume, le bitume qui lui-même est très résistant à la diffusion de vapeur d'eau, et donc la présence de ce bitume dans les joints en dessous et au-dessus du verre cellulaire fait qu'on a un ensemble tout à fait compact et étanche à la vapeur d'eau, et que de manière générale, il n'y a pas besoin de pare-vapeur avec ce matériau. Toutefois, avec les exigences énergétiques actuelles croissantes et donc la présence d'un matériau d'isolation de plus en plus épais, on s'est posé la question du remplissage effectif des joints avec le bitume. Est-ce qu'on arrive réellement à remplir complètement les joints? Est-ce qu'on a toujours un ensemble tout à fait compact dans le cas de grande épaisseur d'isolation? C'est une première question qui s'est posée. Une autre, c'est le cas d'un support fractionné, donc des éléments avec joints entre éléments, qui ne permet pas non plus la réalisation d'une couche de bitume continue et pour lequel il faudra prévoir une couche étanche, donc un pare-vapeur bitumineux pour éviter l'écoulement du bitume par les joints. Le tableau a donc été adapté au sujet du verre cellulaire avec toute une série de remarques. Dans le cas d'un un support en béton pour les classes 1 à 3, on confirme qu'un pare-vapeur n'est pas requis si les joints entre panneaux d'isolation sont remplis de bitume ou de colle à froid, ou si le matériau est appliqué en plusieurs couches à joints alternés, ce qui garantit également un ensemble compact. La question s'était donc posée du remplissage complet des joints et des simulations ont été réalisées avec des joints complètement remplis, partiellement, voire pas du tout remplis. Et ces simulations ont montré que malgré tout, un pare-vapeur n'était pas nécessaire. Toutefois, on conseille toujours, bien entendu, de prendre soin de remplir les joints de bitume le mieux possible. Au niveau d'une classe 4, on conseille toujours de voir avec le fabricant si un pare-vapeur est nécessaire. Dans le cas des tôles d'acier, donc support discontinu, si on est en présence d'une classe de climat intérieur 4, un écran d'étanchéité à l'air sera nécessaire. Par exemple, un pare-vapeur bitumineux de type P3. Voici donc les principaux changements qui concernent le pare-vapeur, dont vous trouverez également un résumé dans un dossier du CSTC publié relativement récemment. Je vais maintenant aborder la rénovation, un thème qui a été davantage développé dans la nouvelle version de la unité 215, vu les défis actuels à ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que la rénovation? La rénovation est la réhabilitation du complexe toiture, qui peut aller de la remise en état de la couche d'étanchéité à un remplacement complet du complexe, pour différentes raisons. Une amélioration générale, une remise en conformité, une isolation complémentaire, par exemple, pour répondre aux nouvelles exigences thermiques. On conseillera toujours d'isoler complémentairement une toiture si on est amené à la rénover. La modification en une toiture terrasse, toiture jardin ou toiture destinée à recevoir une installation solaire, par exemple. La modification de la destination, de l'utilisation du bâtiment, donc par exemple la modification de la classe de climat intérieur.
Ça peut être une remise à neuf ou en état d'origine, parce qu'on atteint la fin de la durée de vie attendue de l'étanchéité, en raison d'infiltration, parce qu'on observe une dégradation, une déformation du support de toiture ou une dégradation de l'étanchéité, ou parce qu'on est confronté à une composition de toiture inacceptable, toiture froide ou toiture avec l'isolation sous la forme de pente, par exemple, que l'on doit remettre en conformité. On va donc analyser la toiture avant la rénovation et pour ce faire, la version révisée de la unité propose une checklist non exhaustive mais qui reprend déjà pas mal d'éléments à étudier. Par exemple, la destination du bâtiment. Est-ce qu'on est confronté à un changement de classe de climat intérieur, à de nouvelles exigences acoustiques? La composition de toiture. Est-ce que la composition actuelle est une toiture froide ou une toiture dont l'isolation se situe sous le support, qui est donc inacceptable? Est-ce que la résistance au vent du complexe en place est suffisante? Est-ce qu'on est conforme en termes de réglementation incendie? Quel est le type de support? Quel est son état? Est-ce qu'il peut accepter des charges supplémentaires? A-t-on une structure réalisée en pente ou la présence d'une forme de pente sur la structure? Est-ce que la pente est suffisante ou est-ce qu'elle doit être corrigée localement ou globalement? Est-ce qu'elle peut être conservée, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en bon état ou peu cohésive, humide, etc. Est-ce qu'un pare-vapeur est présent? Est-ce qu'on a une présence d'eau dans le complexe toiture? Est-ce que l'isolation est humide? Quel est son type, son état, etc. On va également examiner l'étanchéité, voir si on observe la présence d'eau dans le complexe et si elle est due à une infiltration ou à de la condensation. Quel est le type d'étanchéité, sa qualité, sa fixation? Est-ce qu'on peut la conserver? Est-ce qu'elle doit être remplacée? Est-ce que la hauteur des relevés est suffisante? Si on souhaite isoler complémentairement, est-ce qu'il est possible d'augmenter cette hauteur? Si on a une présence d'une protection de l'étanchéité, on va également examiner si elle peut être conservée ou si elle est à remplacer. Les détails de toiture seront également examinés. Est-ce qu'ils sont réalisés selon les règles de l'art? Est-ce que le système d'évacuation de l'eau est fonctionnel? Est-ce que certains accessoires sont à remplacer? Ce sera souvent le cas pour les avaloirs, par exemple. Parfois, pour compléter donc toutes ces observations, on devra réaliser des sondages pour voir les couches en présence, mais également leur état, la présence d'eau éventuelle, l'adhérence suffisante ou non des différentes couches. Le texte de la NIT aborde ensuite certains scénarios de rénovation pour des situations données. On va commencer par la rénovation énergétique. On sait que c'est important de correctement isoler les bâtiments et qu'il y a certainement beaucoup à faire dans les bâtiments existants à ce sujet. On va donc envisager la rénovation énergétique tout d'abord d'une toiture chaude. On va dans ce cas, en premier lieu, examiner si le complexe peut être conservé ou non, c'est-à-dire quel est l'état et quelle est la fixation, l'adhérence, etc. des matériaux. L'étanchéité va dans ce cas-ci devenir le pare-vapeur, s'il n'y a pas de pare-vapeur en dessous de l'isolation ou s'il est douteux ou défectueux. On se retrouve donc dans le cas où l'isolation se trouve en partie sous le pare-vapeur et en partie au-dessus du pare-vapeur, un cas de figure que j'ai décrit précédemment dans ce cours d'hiver. On va examiner l'état de l'étanchéité et voir si des réparations locales sont nécessaires ou s'il faut appliquer une couche d'étanchéité supplémentaire. Et puis au-dessus, on va isoler complémentairement en ajoutant soit un complexe de toiture chaude, soit un complexe de toiture inversée qui donnera alors lieu à une toiture dite duo, combinaison toiture chaude, toiture inversée, et pour laquelle des vérifications supplémentaires seront nécessaires. On sait que la pente est d'autant plus importante en toiture inversée pour éviter la stagnation d'eau dans la couche supérieure d'isolation. On va donc vérifier que la pente est suffisante, mais il faudra également s'assurer que la composition de toiture peut reprendre le lestage impliqué par une toiture inversée. J'ai parlé de la hauteur de relevés, donc dans tous les cas où on doit isoler complémentairement, donc ajouter
de la hauteur, relever le niveau fini d'étanchéité, il faudra bien sûr s'assurer de pouvoir réaliser une hauteur de relevée suffisante pour tous les détails, raccordements, etc. Et si ce n'est pas le cas, réfléchir à des solutions comme par exemple prévoir une couche d'isolation plus mince, donc au droit des relevés. Un second cas de rénovation énergétique est celui d'une toiture inversée. Il n'est pas possible dans ce cas d'ajouter une deuxième couche d'isolation sur la première parce que, par définition, donc la toiture inversée doit être recouverte d'une finition perméable à la vapeur, ce qui ne sera pas le cas d'une deuxième couche de polystyrène extrudé qui va empêcher l'évaporation de l'humidité éventuellement présente dans la première. On aura en plus un risque d'eau piégée entre ces deux couches et donc d'humidification excessive de l'isolation. On va donc enlever la couche d'isolation existante et la remplacer par une couche plus épaisse. Il faut donc s'assurer que la conception de toiture est bien toujours adaptée à celle d'une toiture inversée, c'est-à-dire voir si la pente est suffisante, la contrôler après avoir enlevé l'isolation existante, également voir si la résistance thermique du support de toiture est bien suffisante également. Si maintenant les exigences énergétiques sont strictes et qu'il n'est pas possible de les atteindre avec une seule couche d'isolation, ce qu'on pourra faire, c'est enlever donc la couche d'isolation et appliquer un nouveau complexe de toiture chaude. Dans ce cas-là, l'étanchéité existante sous la couche initiale de polystyrène extrudé deviendra le pare-vapeur de la nouvelle toiture chaude. On pourra également réaliser une toiture duo, combinaison entre une toiture chaude et une toiture inversée. On pourra même dans ce cas-là envisager pour la partie toiture inversée de réutiliser les panneaux XPS de la toiture initiale si leur état le permet. On va maintenant aborder le cas d'une rénovation énergétique de toiture froide. On est donc dans le cas d'une toiture techniquement inacceptable qui doit être convertie en une composition acceptable, c'est-à-dire une toiture chaude. On va d'abord obturer les ouvertures qui ont été réalisées initialement donc pour permettre une ventilation par l'air extérieur, mais dont on a pu montrer que ça ne fonctionnait pas correctement. Et puis, on va ajouter une isolation au-dessus du support selon le principe d'une toiture chaude. Si on était confronté à un problème de condensation, on va dans tous les cas améliorer la situation par la pose de cette isolation supplémentaire. Toutefois, il faudra examiner l'état du support, voir s'il est trop humide ou endommagé et si on doit le remplacer ou s'il peut être conservé. On va également examiner l'état de l'isolation. Si son état ne permet pas de la conserver, on l'enlève et on se situera dans le cas d'une toiture chaude classique avec isolation uniquement au-dessus du support. Si maintenant son état permet de la garder, elle sera alors complétée pour supprimer la lame d'air et on se retrouvera dans la configuration de toiture où une partie de l'isolation se trouve au-dessus du support et une partie en dessous qu'on a déjà abordée au début de ce cours. La particularité, la difficulté dans le cas d'une rénovation de toiture froide, c'est de réaliser la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air entre la toiture et les façades, en particulier dans le cas d'une toiture dépassante. Il faudra dans ce cas s'assurer de réaliser la continuité de l'étanchéité à l'air avec une membrane supplémentaire et ouvrir la rive de toiture pour la remplir complètement d'isolation, ce qui est relativement compliqué comme on peut le voir ici sur les photos. Voici un second scénario de rénovation qui est l'amélioration de la pente. Je commence peut-être par un petit rappel au sujet de la pente et de la stagnation d'eau, qui fait d'ailleurs l'objet d'un article du CSTC Contact publié il y a quelques années. La stagnation d'eau en toiture plate ne peut pas être complètement évitée. On doit concevoir la toiture avec une pente suffisante, c'est-à-dire 2% en partie courante et 1% dans les chéneaux. Toutefois, une certaine stagnation est acceptable dans la mesure où c'est pratiquement impossible de l'éviter complètement. Si elle reste localisée et limitée, elle peut être acceptée. Si on sait qu'à certains endroits de la toiture, une stagnation
n'est pas facile à éviter. Il y a également certaines possibilités qui offrent une sécurité supplémentaire et qui sont décrites dans cet article. Le premier cas de figure est celui où le complexe de toiture est conservé. Dans ce cas, on peut améliorer la pente en appliquant une couche d'isolation complémentaire avec pente intégrée. Donc on va à la fois isoler complémentairement, mais réaliser la pente supplémentaire. Donc la plupart des fabricants proposent ce type de système de panneaux d'isolation à pente intégrée qui doivent être évidemment appliqués rigoureusement en suivant un plan de calpinage pour s'assurer d'obtenir les pentes suffisantes dans toutes les directions. Alors, on est dans le cas d'une isolation complémentaire et donc d'un rehaussement du niveau fini de la toiture, ce qui implique d'adapter les rives en conséquence pour respecter la hauteur de relevé minimale qui est conseillée. On peut également réaliser certaines corrections locales dans le cas où on observe des stagnations d'eau localisées, donc pour orienter cette eau vers les avaloirs. Par exemple, au moyen de ce type de masse, donc mélange de granulats et de bitume qui permet de réaliser des corrections locales et puis de réappliquer une couche d'étanchéité, de même qu'avec des pointes de diamant qui sont donc des pièces également proposées par les fabricants d'isolation qui permettent de réaliser ces corrections de pente et puis de poser une couche supplémentaire d'étanchéité. Il faudra donc faire toujours bien attention à l'adhérence et la cohésion suffisante de ces éléments. Un second cas de figure est celui où le complexe de toiture est démonté jusqu'au support. Et dans ce cas-ci, une étanchéité provisoire sera nécessaire si on souhaite évidemment maintenir le bâtiment hors d'eau pendant les travaux. Si le support est suffisamment plan, on va donc poser cette étanchéité provisoire et puis réaliser la pente. Différentes possibilités s'offrent à nous. L'application d'une isolation à pente intégrée. Dans ce cas, l'étanchéité provisoire va devenir le pare-vapeur. Ce système présente l'avantage de ne pas impliquer l'introduction d'humidité de construction. Par contre, on est moins flexible en cas de défaut de planéité. Une seconde possibilité est celle de l'utilisation d'une forme de pente liée au ciment avec panneaux d'isolation intégrés. J'en ai parlé précédemment dans ce cours. On sait que ce système est relativement sensible aux conditions climatiques. Il faut donc s'assurer de conditions climatiques adaptées, mais surtout respecter un temps de séchage suffisant. C'est d'autant plus délicat dans le cas présent où on a la présence d'une étanchéité provisoire et donc d'une couche étanche qui ne permet pas un séchage par l'intérieur. Il faudra donc un temps de séchage très important pour s'assurer d'un séchage suffisant du système. Ça ne permettra pas forcément d'appliquer les couches supérieures en adhérence. Il faudra éventuellement fixer mécaniquement ou lester dans ce cas. Si le support est plutôt irrégulier, n'est pas suffisamment plan pour poser directement l'étanchéité, on devra commencer par égaliser le support, également contrôler son séchage, son fléchissement éventuel, voire la présence de contrepente, avant de réaliser les étapes décrites précédemment. Si le support présente une flèche importante, on devra bien entendu s'inquiéter de sa stabilité, voir si oui ou non on peut le conserver ou s'il doit être renforcé. Ce scénario de rénovation-amélioration de la pente fait également l'objet d'un dossier du CSTC que vous pouvez trouver parmi nos publications. Voici qui clôture la deuxième partie de ce cours d'hiver. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve pour la troisième partie.